la première fois que de nombreux soldats allemands affrontèrent la 5e division blindée canadienne, ils ne savaient même pas contre qui ils se battaient. Ils connaissaient les Britanniques. Ils respectaient les Américains. Ils craignaient les Gourkas. Mais lorsque des rapports arrivèrent du front italien, décrivant des hommes portant des insignes bordeaux qui refusaient de disparaître les commandants allemands, commencèrent à poser la même question. Venta Canadia. Qui sont ces Canadiens? Pour la plupart des officiers allemands, en Italie, l'armée canadienne n'était qu'une réflexion secondaire, une force auxiliaire de l'Empire britannique, peu nombreuse et peu menaçante sur le papier. La Wehrmacht avait affronté l'élite de la 8e armée britannique des divisions blindées américaines et des vétérans endurcis de l'Afrika Korps de retour d'Afrique. En comparaison, le Canada semblait insignifiant. Cette idée reçue ne survécut pas aux premières confrontations. Les premiers sous-rapports allemands venus d'Italie décrivirent quelque chose d'inhabituel, une force avançant, avec la discipline britannique, attaquant, avec l'agressivité américaine, mais évoluant selon un rythme totalement différent. Lent délibéré, puis soudain, explosif. Un officier allemand capturé se plaignit. Un jour, ils disparaissent, puis réapparaissent sur nos flancs. Ils ne se précipitent pas, ils traquent. C'était la première impression que la 5e division blindée canadienne, la puissante machine Bordeaux, gravait dans l'esprit allemand. La division arriva tard dans la campagne d'Italie, mais elle y entra avec une confiance qui irritait et troublait les Allemands. Elle n'était pas épuisée comme de nombreuses unités britanniques. Elle était fraîche, bien approvisionnée, et commandée par des officiers ayant tiré les leçons des erreurs commises plus tôt dans la guerre. Mais ce qui choqua le plus l'infanterie allemande fut le caractère des équipages de chars canadiens. Ils étaient décontractés, parfois trop décontractés. Les soldats allemands notèrent dans leurs journaux que les Canadiens souriaient, souvent sur les photographies, plaisantaient durant les accalmies du combat, et considéraient la guerre comme une tâche désagréable, mais gérable, non comme une lutte désespérée pour la survie. Ils étaient amicaux hors du champ de bataille, et terrifiants dessus. Une entrée de journal d'un panzergrenadier en 1944 disait « Les Canadiens sont étranges. Ils rient en dehors des combats. Ils sont silencieux pendant l'attaque et ils reviennent toujours. » Les Allemands s'attendaient à ce que les unités alliées se brisent sous des contre-attaques soutenues surtout dans les montagnes italiennes. Mais la 5e division blindée canadienne cédait rarement. Leur infanterie tenait ses positions avec obstination, et leurs équipages de chars ne semblaient pas craindre le combat, rapprocher une tactique sur laquelle les commandants allemands comptaient pour arrêter les blindés alliés. Les Allemands ne détestaient pas les Canadiens pour leur cruauté, leur brutalité ou leur idéologie. Ils les détestaient parce qu'ils étaient imprévisibles, persistants et terriblement efficaces. Et pire encore, du point de vue allemand, le Canada se battait comme une petite armée qui ne savait pas qu'elle était petite. Ils étaient partout. Ils apparaissaient sur des crêtes qu'on croyait impossible d'atteindre. Ils revenaient sur les positions d'attaque après avoir été bombardés. Ils ne battèrent pas en retraite comme les commandants allemands l'anticipaient. Le premier véritable choc s'était imprimé. Ce n'était pas une unité du Commonwealth de second rang, c'était une force létale, hautement adaptable. Et en Italie, ce lieu que les vétérans allemands appelaient la montagne qui dévore les armées, la 5e division blindée canadienne, était sur le point de se forger une réputation que les Allemands n'oublieraient jamais. Le front italien n'était semblable à aucun autre champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas un terrain adapté aux chars. Il ne convenait pas aux manœuvres, il convenait à peine aux êtres humains.
Pour les Allemands, l'Italie était un paradis défensif des montagnes, sans fin des défilés étroits, des rivières coupant des vallées abruptes et des lignes fortifiées taillées dans la pierre. Des divisions comme la 1re division parachutiste, la 26e division Panzer, la 29e Panzer grenadier et les 90e Panzer grenadiers avaient transformé le pays en forteresse. Ce n'étaient pas des unités inexpérimentées, c'étaient des survivants, endurcis d'Afrique de Sicile et du front de l'Est. Et dans cet abattoir marcha la 5e division blindée canadienne. Du point de vue allemand, les Canadiens entraient dans un champ de bataille, conçu pour broyer les forces blindées. Les routes italiennes étaient étroites et sinueuses. Les traversées de rivières étaient minées. Les collines forçaient des chars dans des zones de tir prévisibles. Les Panthers et Tigers étaient rares en Italie, mais les canons anti-chars, les équipes de Panzerfaust et l'artillerie de montagne étaient omniprésents. C'est pourquoi les commandants allemands étaient déroutés et furieux de voir les unités blindées canadiennes trouver sans cesse des moyens de percer. Un officier d'artillerie allemand écrivit plus tard « Leurs blindés n'auraient jamais dû pouvoir se déplacer dans un tel terrain. Pourtant, ils avançaient plus vite que prévu et frappaient là où nous ne les attendions pas. Les Canadiens employaient une combinaison d'ingénieurs de troupes de reconnaissance et de patrouilles agressives pour contourner les défenses allemandes. Ils construisaient des routes improvisées, traînant des chars sur des pentes que la Wehrmacht jugeait impossibles et coordonnant avec précision les assauts infanterie blindée. Nulle part cela ne fut plus visible que dans la vallée du Liri en 1944, là le long de la ligne. Hitler, les Allemands s'attendaient à ce que les Canadiens s'enlisent comme les Américains et les Britanniques. Au lieu de cela, la 5e division lança une série d'attaques méthodiques et acharnées qui réduisirent un point fort après l'autre. Les unités allemandes rapportèrent de lourdes pertes, non à cause de charges alliées irréfléchies, mais en raison d'une pression froide et implacable. Un major allemand la décrivit avec amertume. Les Canadiens attaquent comme l'eau, brisant la pierre. Des fissures lentes, puis tout le mur s'effondre. Les Allemands furent contraints de détourner des compagnies d'élite pour arrêter les percées canadiennes. Cela seul suffisait à alimenter le ressentiment. Les troupes destinées aux secteurs les plus importants durent être redéployées pour faire face à ces Canadiens aux insignes bordeaux si agaçants. À la fin de 1944, la 5e division blindée canadienne était devenue une présence familière mais indésirable pour les défenseurs allemands. À Rémy et le long de la ligne gothique, les Canadiens exécutèrent une série de percées blindées à travers un terrain que les officiers allemands considéraient comme totalement impraticable pour des chars. Même lorsque leurs Shermans subissèrent des pertes, les Canadiens continuaient d'avancer, soutenus par une infanterie progressant, avec une cohésion surprenante, malgré le chaos de la guerre en montagne. Les officiers allemands commencèrent à les désigner avec un mélange d'irritation et d'exaspération d'Ephodompton, Canadia, les maudits Canadiens. L'Italie, le cimetière des divisions, ne les avait pas brisés. Au contraire, les Canadiens avaient appris à utiliser le terrain aussi bien que les Allemands. Et plus la 5e division blindée connaissait de succès, plus les Allemands détestaient les affronter. Pour les Allemands, ce qui était le plus déstabilisant chez la 5e division blindée canadienne n'était pas le matériel qu'elle emportait au combat. C'était leur manière de se déplacer. Leurs chars étaient des Sherman, des machines que la Wehrmacht ne craignait pas, autant que les Panthers ou les Tigers. Leurs voitures blindées et semi-chenillées n'avaient rien de remarquable. Pourtant,
Les Canadiens continuaient d'apparaître sous des angles que l'on pensait totalement inaccessibles, lançant des attaques qui ne correspondaient à aucun schéma reconnaissable. Les commandants allemands commencèrent à les appeler la Maronine Machina, la machine Bordeaux, un surnom né comme une plaisanterie, mais qui devint rapidement l'aveu d'un danger réel. Les Canadiens combattaient avec un rythme que les vétérans allemands n'avaient jamais connu. Ils avançaient lentement, méthodiquement, presque paresseusement. Puis au moment où les Allemands s'y attendaient le moins, leur Sherman jaillissait dans une explosion soudaine de vitesse et de feu. La Wehrmacht était habituée à lire les schémas alliés, les assauts blindés américains tonnaient de face, avec une force écrasante, tandis que les Britanniques avançaient généralement derrière de longues préparations d'artillerie prévisibles. Les Canadiens, eux, refusaient de se conformer à quelque doctrine que ce soit. Les journaux allemands décrivaient la même frustration répétée des éclaireurs canadiens, disparaissant dans un terrain que les Allemands jugeaient impossible. Des ingénieurs ouvrant silencieusement de minces passages au travers de vergers ou de terrasses, puis des colonnes de Shermans canadiens surgissant dans ces ouvertures, avant que les défenseurs ne comprennent par où l'ennemi était passé. Ce n'était pas du chaos, c'était de la patience, suivie d'une brutalité soudaine. Aux yeux des officiers panzergrenadiers, les Canadiens manœuvraient avec un calme troublant. Les équipes anti-chars se plaignant que les Shermans n'approchaient jamais en ligne droite et évidente. Ils se déplaçaient par courtes rafales imprévisibles, collées au couvert, obligeant les artilleurs allemands à se repositionner constamment. Un caporal de la 26e division Panzer le décrivit amèrement. Ils arrivaient toujours par le côté, jamais par l'endroit où un ennemi censé conduirait un char. Ce qui irritait le plus les défenseurs allemands, c'était la coordination parfaite entre l'infanterie et les blindés canadiens. Les fantassins avançaient presque épaule contre épaule, avec leurs chars, leur permettant de protéger les Shermans contre les embuscades au Panzerfaust, tandis que les chars réduisaient au silence les nids de mitrailleuses et les positions fortifiées. Lorsque les Allemands tentaient des contre-attaques, ils se heurtaient souvent à une infanterie canadienne déjà retranchée, ou à un Sherman se replaçant en position de tir défilé avec une efficacité déconcertante. Le timing semblait répété, mais imprévisible, presque animal dans son instinct. Et puis, il y avait le silence. Les officiers allemands commentaient sans cesse à quel point les assauts canadiens paraissaient silencieux. Pas de cris à l'américaine, pas de mouvement chaotique, aucun bruit révélateur. L'infanterie canadienne avançait avec la régularité d'hommes montant un long escalier, plutôt que de soldats courant vers la mort. Un vétéran de la 90e division Panzergrenadier écrivit plus tard « Les Américains s'annoncent à 1 kilomètre, les Canadiens seulement lorsqu'ils sont prêts à tuer. » Les Canadiens étaient frais, comparés aux unités épuisées de la Wehrmacht, qui combattaient depuis des mois en Italie. Ils étaient relevés plus souvent, mieux approvisionnés, et combattaient chaque bataille avec l'énergie de troupes encore intactes, non usées par des années d'attrition. Pour les défenseurs allemands, fatigués, affamés et en sous-effectif, ces assaillants aux insignes Bordeaux ressemblaient à une machine refusant de ralentir. La machine Bordeaux n'était pas redoutée pour ses chars, mais parce qu'elle agissait comme une armée qui ne comprenait pas qu'elle était censée perdre. La ligne gothique était le chef-d'œuvre de l'ingénierie défensive allemande en Italie. Une immense chaîne de fortifications creusées dans les montagnes des Apennins, protégées par des bunkers dissimulés dans la roche des champs de mines, couvrant chaque crête et des zones de tir calculées avec une précision mathématique.
Les commandants allemands croyaient avec certitude qu'aucune formation blindée alliée ne pourrait jamais la briser. Le terrain lui-même devait les arrêter bien avant les canons allemands. Puis arriva la 5e division blindée canadienne. Dès le premier jour de l'assaut, le renseignement allemand comprit que quelque chose n'allait pas. Les Canadiens se déplaçaient dans des endroits où les chars n'étaient pas censés aller. On aperçut des Shermans rampant sur des sentiers muletiers, traversant des oliveraies et apparaissant sur des pentes que la Wehrmacht n'avait jamais considérées comme vulnérables. Les rapports allemands répétaient en la même phrase « Ils ne devraient pas être d'ici ». À Corano Ridge, un point fort clé contrôlant la vallée, les défenseurs allemands se préparaient à une attaque d'infanterie. Ils ne s'attendaient pas à voir des silhouettes de chars émerger de la brume matinale depuis un angle jusque-là considéré comme impraticable. Le choc fut immédiat. L'infanterie canadienne monta à l'assaut de la colline, échangeant des tirs à bout portant dans une brutalité extrême, tandis que les Shermans écrasaient les positions fortifiées à coups d'obus explosifs. Des mois de travaux défensifs allemands s'évaporèrent en quelques heures. Le ressentiment grandit rapidement. La ligne gothique avait été conçue pour résister à tout ce que les Alliés pourraient lui opposer, sauf à une division blindée refusant d'obéir aux lois du terrain. Les officiers allemands se plaignaient sans cesse dans leurs journaux de campagne de voir des chars canadiens apparaître à des endroits où aucun véhicule n'aurait dû se trouver. Des lignes défensives construites avec une précision géométrique étaient brisées simplement parce que les Canadiens refusaient de combattre selon le plan attendu. La nuit n'apporta aucun répit. Les Canadiens lancèrent des mouvements blindés dans l'obscurité, une manœuvre que les commandants allemands considéraient comme suicidaire. Pourtant, les Shermans avançaient phares éteints, guidés par des ingénieurs et des éclaireurs rampants si près que les servants de mitrailleuses allemands entendaient parfois leurs moteurs avant de distinguer leurs silhouettes. Une fois en position, les Canadiens éclataient en un feu coordonné qui anéantissait les postes avancés avant que la Wehrmacht ne puisse réagir. Début septembre 1944, la ligne gothique s'effondrait. Non pas à cause d'un nombre écrasant d'alliés, mais sous la pression implacable des Canadiens, une pression écrasante, suffocante, sans pause. Les troupes allemandes, dont beaucoup étaient des vétérans d'Afrique et du front de l'Est, se retrouvaient débordées sur un terrain qu'elles avaient pourtant étudié pendant des mois. Au final, la percée ressemblait moins à une défaite qu'à une humiliation. Un officier allemand nota sa frustration dans un rapport final. Il n'y a aucune honte à perdre contre les Canadiens. La honte, c'est d'avoir cru qu'ils seraient prévisibles. Ce fut le moment où la haine allemande se transforma en quelque chose de plus profond, la reconnaissance que la 5e division blindée canadienne comptait parmi les ennemis les plus dangereux que la Wehrmacht avait affrontés dans toute la campagne d'Italie. S'il y avait un groupe de soldats allemands qui exprimait le plus d'amertume envers la 5e division blindée canadienne, c'étaient bien les équipages de Panzer. Ils avaient passé des années à combattre les chars britanniques en Afrique du Nord, à affronter les Shermans américains en Normandie et à écraser les blindés soviétiques sur le front de l'Est. Ils pensaient avoir vu toutes les formes possibles de guerre blindée. Pourtant, les Canadiens les forcèrent à tout réévaluer. Pour un tankiste allemand, le Sherman était un ennemi familier. On respectait sa fiabilité, mais on ne le craignait pas. Les Shermans prenaient facilement feu, avaient des canons plus faibles et avançaient souvent selon des lignes droites prévisibles. Face à la plupart des formations alliées, un Panzer IV ou Trois, bien positionné, pouvait dominer le champ de bataille. Mais les équipages canadiens de Sherman combattaient différemment d'une manière presque troublante.
Les rapports allemands notent que les tankistes canadiens étaient des chasseurs patients, non des attaquants téméraires. Ils avançaient par courtes rafales, silencieuses, cherchant toujours une position défilée, toujours le flanc vulnérable. Au lieu de charger agressivement comme de nombreuses unités américaines, les équipages canadiens abordaient les duels de chars comme un art disciplinaire. Un tireur de la 90e division Panzergrenadier décrivit sa première rencontre avec une patrouille de Shermans canadiens. Nous les attendions sur la route. Au lieu de cela, ils sont arrivés derrière le verger rampant, à travers les arbres. Nous avons perdu 2 canons avant de les voir clairement. C'était un thème récurrent. Les chars canadiens n'obéissaient pas au relief naturel. Ils forçaient le terrain à leur obéir. Les Allemands étaient irrités par la rapidité de réaction des équipages canadiens. Les tourelles des Shermans étaient réputées pour leur rotation rapide. Mais entre les mains des artilleurs canadiens, cet avantage devenait mortel. Un sous-officier allemand se rappelait que combattre un Sherman canadien à moyenne distance signifiait recevoir un tir de riposte précis en quelques secondes, bien plus rapide que ce qu'ils attendaient des équipages alliés. Ce qui agaçait particulièrement les équipages allemands était la maîtrise canadienne de la pression multidirectionnelle. Alors que les chars britanniques ou américains combattaient souvent en large front, les chefs de troupes canadiens préféraient diviser leurs blindés en petites équipes flexibles. Ces équipes exploraient, se retiraient, contournaient et réapparaissaient de manière inattendue, créant l'illusion que les Canadiens avaient ne plus de chars qu'en réalité. Dans de nombreux duels, des tankistes allemands rapportèrent avoir été touchés depuis des angles qu'ils n'avaient pas préparés, les forçant à se repositionner constamment. Un commandant de Panzerkar admit « Les Canadiens n'étaient pas chanceux. Ils étaient méthodiques. À chaque fois que nous bougions, ils bougeaient plus vite. » Une autre plainte récurrente dans les journaux allemands concernait la volonté des Canadiens de combattre à des distances plus proches que la plupart des autres équipages alliés. Alors que beaucoup de Shermans préféraient rester à distance, les Canadiens s'approchaient à 300 mètres ou moins, là où le canon de 75 mm du Sherman était le plus précis, et où la vulnérabilité du blindage latéral allemand devenait fatale. À la fin de 1944, les tankistes allemands connaissaient une vérité sombre. Les Shermans n'étaient dangereux que lorsqu'ils avaient des équipages canadiens à l'intérieur. Derrière chaque plainte, chaque ligne amère d'un rapport de campagne, se trouvait quelque chose de plus profond, un respect silencieux. Les Canadiens n'étaient pas une force blindée massive. Ils n'étaient pas équipés de chars supérieurs. Mais ils combattaient, comme des duellistes, chaque engagement traité avec discipline, patience et la détermination tranquille de soldats refusant d'accepter l'infériorité. C'est pourquoi les équipages allemands, plus que tout autre élément de la Wehrmacht, en vinrent à redouter et à haïr la rencontre avec les Canadiens aux insignes bordeaux à travers le viseur de leurs canons. Pour les troupes allemandes combattant en Italie, il y avait quelque chose d'étrange chez les Canadiens, quelque chose qui allait au-delà des tactiques ou de l'équipement. C'était psychologique, c'était émotionnel, c'était leur manière d'être même dans les pires conditions de la guerre. Les soldats allemands étaient épuisés. Des années de marche de retraite et de pénurie avaient vidé leurs forces. Le moral était fragile, les approvisionnements incertains, et les effectifs y en diminution constante. Pourtant, les Canadiens apparaissaient sur le champ de bataille avec une attitude presque insultante. Ils souriaient, ils plaisantaient, prenant des photos appuyées sur leurs chars, entre 2 combats, écrivant des messages comme « Italie terminée, Allemagne ensuite ». Leurs bérets étaient toujours portés avec une inclinaison décontractée, leurs uniformes semblant plus propres qu'ils ne devraient l'être dans la boue des Apennins.
Pour les soldats allemands, cela était exaspérant. Un Feldwebel allemand écrivit fin 1944 « Ils marchent comme s'ils étaient en vacances, comme si la guerre n'était qu'un désagrément, et non un destin qui consume tout. Les troupes allemandes sentent leur propre fatigue croître chaque jour, la faim, le froid, la pression constante de la retraite. Mais lorsqu'elles regardèrent de l'autre côté des lignes et voyâmes des Canadiens se déplacer avec une confiance silencieuse, cela ressemblait à une forme de guerre psychologique. Le contraste touchait un point sensible. L'infanterie canadienne paraissait rarement démoralisée, même après de durs combats. Lorsqu'une position était perdue, ils se regroupaient avec une discipline régulière que les unités allemandes, fonctionnant à moitié de leur effectif et avec un commandement affaibli, étaient incapables d'égaler. Lorsqu'ils avançaient, les Canadiens progressaient avec l'énergie d'une armée encore intacte, non vidée par des années d'attrition. Mais ce n'était pas seulement leur résistance, c'était leur attitude. Les Canadiens semblaient trop calmes, trop posés, trop irritants dans leur optimisme. Un mitrailleur allemand raconta un incident près de Romoni. Nous nous sommes repliés après avoir bombardé leur position lourdement. Nous pensions les avoir ébranlés. Au lieu de cela, ils nous ont suivis avec le même pas obstiné, comme si rien ne s'était passé. Cette maîtrise inébranlable donnait l'impression que les Canadiens étaient immunisés contre la dureté de la campagne d'Italie. Les soldats allemands trempés de sueur sur les pentes ou grelottant dans les nuits de montagne voyaient les troupes canadiennes s'adapter au terrain avec une détermination presque surnaturelle. La persistance implacable des Canadiens, même sous un climat misérable ou dans un relief brutal, nourrissait chez les Allemands le sentiment qu'ils affrontaient une force qui ne se fatiguait jamais. Cet avantage psychologique s'accentuait encore à travers de petits détails, leur posture détendue derrière les lignes, les blagues échangées entre équipages de chars, la manière désinvolte dont ils peignaient des slogans sur leurs véhicules, la présence constante de cigarettes et de tasses de thé, même sous les obus. Aux yeux allemands, épuisés, ces détails devinrent les symboles de quelque chose d'insupportable. Les Canadiens se battaient comme des hommes qui croyaient toujours pouvoir gagner. Et cette confiance, émanant d'une armée relativement petite, portant ces insignes bordeaux si distinctifs, était plus démoralisante qu'un barrage d'artillerie. Les Canadiens n'étaient pas seulement des soldats. Ils étaient un message « Nous ne sommes pas brisés, nous ne sommes pas fatigués, et nous ne partirons pas ». Pour une Wehrmacht, à bout de force, ce message était une blessure psychologique plus profonde que tout ce que le champ de bataille pouvait infliger. Début 1945, l'armée allemande en Italie n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les approvisionnements étaient maigres, les unités vétéranes étaient épuisées, et les remplaçants étaient souvent des adolescents ou des hommes âgés tirés de formations détruites ailleurs. Les lignes défensives, autrefois redoutables, avaient été érodées par la pression alliée incessante. Mais pour de nombreux officiers allemands, le véritable désespoir surgit lorsqu'ils réalisèrent quelque chose de simple et profondément troublant. Ils ne pouvaient plus arrêter les Canadiens. La 5e division blindée canadienne, endurcie par 2 années de guerre en montagne, combattait avec une confiance et une précision qui contrastaient brutalement avec l'épuisement de la Wehrmacht. Même lorsque des unités allemandes s'enterrèrent dans leur dernière de ceinture défensive, au nord de la plaine du Pô, les Canadiens avançaient avec le même rythme implacable qui était devenu leur marque de fabrique. Les rapports allemands du début de 1945 mentionnaient constamment la même frustration. Les unités canadiennes ne laissaient aucun répit à l'ennemi. Dès que les Allemands se retiraient d'une crête, les Canadiens étaient déjà en train d'escalader la suivante.
Dès que les Allemands repositionnaient leurs canons, les patrouilles canadiennes cherchaient déjà la prochaine faille. Lorsque des blindés canadiens apparaissaient dans un village, les officiers allemands savaient que ce n'était pas une reconnaissance. C'était le début d'une nouvelle poussée coordonnée. Un vétéran de la première division parachutiste décrivit amèrement « Leur pression était constante, comme une main qui se referme sur votre gorge. Pas rapide, mais inévitable. » Les tactiques canadiennes évoluèrent encore durant ces derniers mois. Ils devinrent experts dans la combinaison de la manœuvre et de la pression psychologique. Leurs chars n'avançaient pas comme un fer de lance unique, mais comme plusieurs petites équipes frappant depuis plusieurs directions, faisant craindre aux commandants allemands un encerclement même lorsque les Canadiens étaient en infériorité numérique. Cette crainte n'était pas infondée. Les journaux de plusieurs compagnies allemandes décrivaient le même moment de panique, la vision de ces insignes bordeaux apparaissant simultanément sur plusieurs flancs. Cela créait l'illusion d'une force canadienne écrasante, même lorsque leurs effectifs étaient modestes. Les forces allemandes commencèrent à abandonner leur position plus tôt que prévu, simplement parce qu'elles ne voulaient pas être piégées dans une nouvelle manœuvre d'encerclement canadienne. Un officier écrit « Nous ne craignons pas leur puissance, nous craignons leur persistance ». Pour les Allemands, chaque retraite, au début de 1945, ressemblait à une course contre la montre. S'ils se déplaçaient trop lentement, les Canadiens les attendaient au prochain carrefour, au prochain pont, à la prochaine colline. Les Canadiens semblaient comprendre instinctivement où le commandement allemand souhaitait se regrouper, et ils se déplaçaient pour leur en interdire l'accès, avant que les Allemands ne puissent occuper ces positions. La situation atteignit son point de rupture lorsque les Alliés approchèrent du fleuve Pô. Les unités allemandes, déjà épuisées, tentèrent d'effectuer une retraite complexe à travers le cours d'eau, mais les Canadiens avancèrent avec une telle vitesse et une telle agressivité que plusieurs bataillons allemands furent contraints de fuir dans le désordre, abandonnant du matériel qu'ils ne purent récupérer. Un capitaine allemand résuma la situation dans son dernier journal de guerre. « Nous ne choisissons plus la manière dont nous nous retirons. Ce sont les Canadiens qui la choisissent pour nous. » Lorsque les Allemands se retirèrent définitivement d'Italie, de nombreux soldats eurent le sentiment que la 5e division blindée canadienne était devenue moins un ennemi qu'une force de la nature, quelque chose que l'on peut retarder, mais jamais arrêter. La haine que ressentaient de nombreux Allemands s'était une nouvelle fois transformée. Désormais, c'était de la frustration, de la résignation et une reconnaissance amère de la défaite. En relisant les témoignages allemands, les journaux et les entretiens d'après-guerre, un thème apparaît clairement, haine, n'était pas le mot juste pour décrire la manière dont la Wehrmacht considérait la 5e division blindée canadienne. Le terme qu'ils utilisaient le plus souvent, Verflucht maudit, exprimait mieux la réalité, un mélange de ressentiment, de crainte et de respect réticent. Les Allemands ne détestaient pas les Canadiens pour leur brutalité. Les Canadiens étaient connus pour leur conduite honorable pendant et après le combat. Ils ne les détestaient pas pour leur supériorité numérique. Le Canada avait beaucoup moins d'hommes en Italie que la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Ils ne les détestaient pas pour la supériorité de leur équipement. Les chars et les canons anti-chars allemands étaient souvent plus avancés techniquement. Ce qu'ils détestaient, c'était l'incommodité de les affronter, leur imprévisibilité, leur efficacité, leur refus obstiné de céder. Les soldats canadiens combattaient comme un paradoxe. Ils se déplaçaient avec décontraction, presque avec nonchalance, jusqu'au moment du combat, où ils devenaient précis, concentrés et d'une détermination inébranlable. Leur organisation combinait la discipline britannique et l'agressivité américaine,
enveloppés d'un calme typiquement canadien. Ils étaient polis, jusqu'à ce qu'on les menace joyeux, jusqu'à ce qu'on leur tire dessus, silencieux, jusqu'au moment où ils frappaient. Cette contradiction émotionnelle déstabilisait et irritait leurs adversaires allemands. Un officier Panzer l'exprima parfaitement dans une interview d'après-guerre. Ils combattaient comme des loups, pas comme des moutons. De petits groupes coordonnés intelligents, toujours, à la recherche de la faiblesse. Un autre écrivit « Nous les avons sous-estimés. Ce fut notre erreur. » Les Allemands reconnurent également quelque chose de plus profond. Le Canada était une nation jeune, sans ambitions impériales. Pourtant, ses soldats se battaient avec la détermination d'un peuple défendant quelque chose de personnel. Beaucoup d'Allemands remarquèrent la camaraderie des Canadiens, leur sens de l'humour et leur refus de laisser paraître le désespoir même dans les pires conditions. C'était ce moral, cette incapacité à s'user qui les rendait dangereux. À la fin de la guerre, lorsque les officiers allemands survivants réfléchissaient à leur combat, beaucoup admettaient que les Canadiens avaient été parmi les adversaires les plus capables qu'ils avaient affrontés dans toute la campagne d'Italie. Assurément plus adaptables que de nombreuses unités britanniques, plus cohésifs que certaines formations américaines, et bien plus imprévisibles que les tactiques bien connues du deuxième corps polonais. Avec le temps, la haine s'estompa. Ce qui demeura fut la reconnaissance que la 5e division blindée canadienne avait agi bien au-delà de ce que sa taille laissait prévoir. Une petite armée avec une grande attitude, une force modeste, qui frappait bien au-dessus de son poids. Une division qui grava sa réputation dans les montagnes d'Italie grâce à son endurance, son intelligence et sa férocité silencieuse. Les Allemands ne les oublièrent jamais, non pas parce qu'ils les haïssaient, mais parce qu'ils savaient exactement à quel point les Canadiens s'étaient battus. Au final, les insignes Bordeaux ne devinrent pas un symbole d'agacement, mais un symbole de respect gagné sous le feu.